Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live de Monsieur École de Commerce. Je me présente, je m'appelle Arnaud Sévigné. Je suis accompagné comme toujours de Joachim Pinto. Salut à tous. Et à ma gauche, Nicolas Arnaud. Nicolas Arnaud, vous êtes directeur du programme Grande École d'Audencia. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Le live d'aujourd'hui concerne la dernière ligne droite avant la clôture des inscriptions au concours AST d'Audencia ce 18 avril 2021. Donc on va poser des questions à Nicolas Arnaud sur les épreuves d'admissibilité, sur les 3 raisons de candidater au concours AST, sur le concours en tant que tel. Donc on va essayer d'avoir les secrets d'évaluation de votre dossier, du TAJMAJ, du TOEIC, pour savoir comment votre candidature sera évaluée et on rentrera vraiment dans le détail de chaque partie des épreuves d'admissibilité. Je vous propose qu'on commence directement par la première partie, à savoir les 3 raisons pour candidater au concours AST d'Audencia. Jingle. Alors Nicolas Arnaud, on vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire les 3 raisons qui font que l'on doit absolument candidater dans cette dernière ligne droite au concours AST d'Audencia? Alors 3 raisons. Première raison, le fait qu'au sein du programme Grande École, il y a plus d'une centaine de spécialisations possibles en France ou à l'international. Ça, c'est quand même une offre de choix extrêmement large. La deuxième raison, me semble-t-il, c'est la grande nouveauté pour la rentrée de septembre prochain, avec la possibilité de faire l'intégralité du cursus Grande École en alternance à Paris. 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, avec une filière sur les fonctions marketing commercial et une deuxième filière sur la finance et le contrôle de gestion. Et là, on voit bien que ça génère beaucoup d'attentes, cette nouvelle proposition sur le campus parisien de l'alternance, donc en 24 mois pour le programme Grande École. La troisième raison, j'ai envie de dire, c'est ce qui relève de ce qui se passe dans cette école. On dit souvent qu'Audencia, c'est une école avec une histoire. C'est de fait une école aussi avec une dynamique, avec une vision. Nous avons annoncé le plan stratégique ECOS 2025, qui est un plan extrêmement ambitieux, un plan d'ouverture de nouveaux campus à l'international, d'extension de nos activités et de nos parcours à Paris. Et c'est un plan vraiment avec à la fois de l'ambition, mais encore une fois des valeurs. Et c'est ce qui génère et singularise, on me le dit souvent, les étudiants me le disent souvent quand ils arrivent, ce qui fait d'Audencia une école tout à fait particulière dans l'environnement des business schools françaises et internationales, avec un sens de la communauté et une ambiance qui contribue à la fois à sa renommée et puis au bien-être de nos étudiants, je pense. Alors ce qu'on vous demande, c'est compliqué, parce que 3 raisons, je pense que si on vous en avait demandé 10, vous en auriez donné 10. Mais vraiment, ce qui est important de comprendre quand on candidate à une école, c'est qu'on candidate à une école à une certaine date. Bon, bah là, c'est septembre 2021. On sort de l'école 2 ans, 3 ans, pour certains 4 ans plus tard. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est comment se situera l'école, dans quelle dynamique est-ce qu'elle est inscrite pour que le jour de ma sortie, mon employabilité soit maximisée. Et donc, c'est vraiment important, et on essaie vraiment de faire passer ce message, de comprendre la dynamique dans laquelle s'inscrit l'école. Et le plan stratégique 2025 d'Audencia, il vise à ça, c'est-à-dire à vraiment, alors vous me dites si je résume bien ou mal, mais mettre la responsabilité au cœur de l'action de l'étudiant et de voir en l'étudiant un acteur du changement de demain, que ce soit sur le plan environnemental, sociétal, avec des prises en compte des enjeux écologiques, etc. Et ça, c'est vraiment important parce que les métiers de demain, ils vont tous intégrer cette problématique-là. Oui, non, effectivement, le résumé est bon. C'est un plan ambitieux de ce point de vue-là. Il est ambitieux parce qu'il se veut en rupture avec un environnement un peu institutionnel qui vise à faire en sorte que toutes les écoles fassent plus ou moins la même chose. Il y a un parti pris très fort sur les enjeux de transition écologique et sociétale, avec la création d'une école interne, Gaïa. Et cette école interne, eh bien, elle vise à essaimer ces questions de transition écologique, technologique et d'inclusion dans nos sociétés de manière extrêmement forte. Et dans les années qui viennent, eh bien 100% de nos étudiants vont passer à travers cette école interne qu'est Gaïa, qui se veut un modèle extrêmement immersif d'apprentissage, avec beaucoup d'entreprises, avec des différentes parties prenantes, des associations, des ONG, qui vont venir challenger et faire vivre en fait à nos étudiants la réalité, mais aussi la complexité de ce que veut dire s'engager dans le cadre d'une transition écologique et sociétale.
Et effectivement, vous avez raison de le rappeler, ça va inonder tous les métiers, ça inonde déjà tous les métiers, que ce soit en finance de marché, les métiers du marketing sont en train de se transformer, à la fois sous l'impulsion de cet enjeu sociétal, mais aussi de cet enjeu technologique. Et pour Audencia, l'enjeu technologique, il est au service de l'enjeu sociétal et de la transition écologique. Il ne faut pas se tromper, c'est nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, et donc vous, étudiants et futurs diplômés d'Audencia, qui avez les clés pour transformer et faire évoluer significativement nos sociétés. Et donc Audencia prend sa part de responsabilité, j'ai envie de dire, et s'engage avec ses parties prenantes pour œuvrer en ce sens. Par rapport à l'alternance, vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle sera réalisée sur le campus de Paris. Est-ce que je suivrai également les cours académiques sur le campus de Paris? Exactement. Donc on a la chance actuellement de bénéficier d'un beau campus à Paris, donc dans le quartier Montparnasse, sur lequel on est là. Voilà, exactement. En 2023 ou 2024, on va multiplier par 4 environ la superficie de ce campus, dans des nouveaux locaux pour lesquels nous sommes en cours d'identification. Ce sera soit de la construction, soit de la rénovation. En tous les cas, dès septembre prochain, effectivement, les étudiants pourront faire leur alternance en entreprise partout en France, mais les cours seront délivrés à raison d'une semaine par mois dans le campus parisien, de manière, on le voit bien, la très très grande majorité des contrats d'alternance pour les Audenciens sont signés à Paris. Donc c'est une évolution naturelle, mais il me semble pleine de valeur en fait pour nos candidats qui sont pour une majorité parisiens, mais qui viennent au-delà de toute la France. On sait que Paris est encore en France l'épicentre de l'activité économique nationale et internationale. Alors, Paris est l'épicentre, mais il y a aussi ce qui se passe à l'international. On a vu, alors peut-être que vous pouvez nous détailler ça, peut-être des ouvertures de campus à l'international. Ça, on sait que les étudiants, ils adorent et ils ont raison. Allez-y, foncez. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, Audencia est une école résolument internationale. On peut faire tout le cursus en anglais à Nantes. Et bien évidemment profiter de l'ensemble des partenaires et de nos implantations internationales. Donc aujourd'hui, Audencia est présente en Chine avec quasiment 1000 étudiants dans les programmes de formation en Chine, plus la mobilité internationale dans nos implantations Chine. Donc en Chine, nous sommes présents à Chengdu, à Shenzhen, qui est notre campus principal en Chine, sous forme de joint venture avec l'université de Shenzhen, et également à Beijing, et nous allons ouvrir des nouveaux programmes également à Shanghai. Et effectivement, dans le plan stratégique, nous avons officialisé l'ouverture d'un campus à Sao Paulo, capitale économique du Brésil, mais aussi globalement de l'Amérique du Sud. Donc on est très heureux de pouvoir annoncer cette implantation d'Audencia au Brésil. La communauté de diplômés d'Amérique du Sud est extrêmement riche et ça fait partie des territoires à la fois attractifs, on le sait, pour les étudiants, mais aussi dynamiques d'un point de vue économique, surtout à Sao Paulo. Et concrètement, moi je suis étudiant, j'intègre Audencia en septembre 2021. Comment se passe mon choix d'aller à l'étranger? On a beaucoup d'étudiants, à juste titre, qui ne savent pas exactement comment ça se passe. Une fois qu'on intègre, quand est-ce qu'on décide de partir à l'étranger? Est-ce qu'éventuellement il y a une petite sélection? Comment ça se passe? Alors, sur l'international, il y a une exigence, c'est une condition de diplomation de 12 mois passés à l'international. Ces 12 mois, ils sont constitués potentiellement soit d'un double diplôme international, soit d'une année entière de césure à l'international, soit un semestre d'études et un stage à l'international. Donc si vous parlez du semestre d'études ou du double diplôme international, un étudiant donc, issu du concours AST va nous rejoindre en septembre et il devra faire des vœux en mai qui suit, donc mai 2022 pour les étudiants qui nous rejoindront en septembre. Et en mai 2022, il fera des choix soit pour un semestre d'études, soit pour un double diplôme qui auront lieu du coup sur l'année 2023. Okay. Et ce qui est très important dans ce que vous avez dit, tout à l'heure on disait un petit peu en rigolant, le Brésil, la Chine, il faut y aller parce que c'est vraiment des expériences de vie qui sont exceptionnelles, mais vous avez utilisé un mot aussi qui était le mot de porteur, de dynamique. Ça veut dire que je dois aussi choisir mon échange international et mon campus en fonction du métier que j'ai envie d'exercer. Tout à l'heure on parlait d'Amérique du Sud. Il y a des métiers spécifiques de business développement, peut-être d'agroalimentaire, et donc c'est aussi un premier pas vers une insertion professionnelle. C'est pas seulement aller vivre à l'étranger. Alors, effectivement, il est bon de le rappeler, le semestre d'études n'est pas un acte touristique, mais bien un acte éducatif
et ça rentre dans la construction du programme. Le programme Grande École, globalement, tous les semestres, les étudiants sont amenés à bouger, en France ou à l'international, en semestre d'études ou en stage. Et effectivement, on a plus de 200 partenaires académiques. Je faisais la comptabilité il n'y a pas longtemps, on a plus de 150 doubles diplômes à l'international possibles, 150, plus toute la nouvelle offre de semestres ou de double diplôme en double compétence à l'international. On vient d'annoncer avec la New York Film Academy très récemment pour les passionnés d'art et de cinéma. Ça me semble être une belle opportunité. Donc il faut bien choisir son semestre ou son double diplôme en fonction de la coloration et de la construction qu'on veut mettre sur un CV au service d'un projet professionnel. Et ça, on le rappellera jamais suffisamment, je pense. Ouais. Ça me paraît assez clair concernant les raisons pour candidater au concours AST de l'ENSIA. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième partie concernant le concours en tant que tel. Jingle. Alors, dans cette partie, on va commencer par le calendrier et les frais d'inscription au concours AST. Vous allez voir une slide s'afficher qui vous donne les dates à retenir. La clôture des inscriptions, c'est le 18 avril 2021, donc on est vraiment dans les dernières semaines. Donc n'attendez surtout pas la dernière minute pour télécharger l'ensemble de vos documents ou scores sur votre espace candidat. Ne le faites pas à la dernière minute parce qu'il vous manquera toujours quelque chose et vous n'aurez pas le temps de clôturer votre inscription, ce qui serait assez dommage. Un mois plus tard, le 18 mai, vous avez vos résultats d'admissibilité, c'est-à-dire on vous indique si vous avez le droit de passer les entretiens de motivation et l'entretien de langue. Les épreuves orales auront donc lieu du 26 mai au 4 juin 2021, pour l'instant plutôt en présentiel, sauf si retournement de situation, mais probablement en présentiel, comme c'est le cas d'ailleurs pour quasiment toutes les écoles. Et vous avez vos résultats d'admission qui tomberont le 10 juin 2021. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce calendrier, Nicolas Arnaud, ou par rapport aux frais d'inscription aussi ? Alors, c'est un calendrier qui a été co-construit avec les différentes écoles dans le cadre du chapitre des écoles de management au niveau de la CGE. Les écoles ont souhaité cette année, on va dire, mettre en cohérence leur calendrier au service des candidats, parce qu'on avait vu que l'an dernier, au printemps 2020, ça avait été, on va dire, un peu délicat. Donc c'est un calendrier qui laisse le temps effectivement aux étudiants de bien finaliser leur dossier. On est déjà à plus de 1600 candidats à date et donc on est un peu en avance par rapport à l'an dernier qui avait été une année record. Donc on va voir ce que ça va donner en termes de candidats sur les traces du record. On sait bien que chaque année, ça peut bouger. En tous les cas, moi, j'invite les candidats, effectivement, à bien finaliser leur dossier. On est aujourd'hui sur des modalités de candidature au Audencia pour le concours AST qui sont globalement identiques à ce qu'on peut trouver dans les très bonnes écoles françaises dont fait partie Audencia. Donc ça, c'est plutôt un facilitant dans le processus de candidature. Et ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants AST et prépa qui travaillent sur l'accueil admissible vous attendent de pied ferme. L'ensemble des équipes Audencia ont vraiment envie de trouver les candidats sur site, de pouvoir aussi partager, bien évidemment, dans le cadre des contraintes sanitaires et des règles sanitaires qui s'imposent et qui vont s'imposer pour les euros, mais en tout cas de vous faire ressentir le maximum de cet esprit Audencia. Sachant que le jour de l'oral, si j'ai l'opportunité de me déplacer, pour beaucoup d'étudiants, c'est la première fois que je vois le campus. Et nous, on dit toujours aux étudiants qu'il faut se sentir bien dans son école. C'est un endroit où on va passer du temps. Donc, il y a les classements, il y a les offres, il y a ce qu'on veut. Mais il y a aussi le fait que souvent, à l'accueil admissible, on nous dit d'Audencia qu'il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère qui se dégage. Et ça, c'est vraiment important. Et malheureusement, bon, évidemment, on ne peut pas aller à l'encontre des consignes sanitaires. Mais malheureusement, si on n'a pas la phase orale présentielle, on a plus de mal à palper cette ambiance. Ce que disait Arnaud tout à l'heure, j'insiste, c'est très important je trouve, c'est n'attendez pas le dernier moment parce que déjà sur un plan très concret, parfois les serveurs saturent, c'est comme ça. Jamais à Audencia. Peut-être pas Audencia, mais en tout cas c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a une deadline, les gens attendent la deadline et nous sur nos communautés c'est est-ce que minuit c'est minuit inclus ou pas? Bon, on n'a pas envie d'avoir ce genre de questions. Donc prenez le temps, prenez une semaine d'avance et c'est peut-être là que vous allez vous rendre compte qu'il vous manque tel PDF, qu'il vous manque tel certificat du baccalauréat que vous pensiez avoir ou ce genre de détails.
détails et vous allez avoir une sérénité qui sera beaucoup plus grande et ensuite vous pourrez embrayer sur la partie préparation de l'oral. Donc vous allez un peu libérer votre esprit par rapport à ça. Donc n'attendez pas, ça offre une sérénité, une visibilité de s'inscrire. Donc n'attendez pas le dernier jour, s'il vous plaît. Surtout que vous avez normalement déjà vos scores, ça va, score de TOEIC, score de Tâche-Mage. C'est des épreuves similaires aux écoles du top 5. Donc théoriquement, vous n'avez pas de travail supplémentaire. Par contre, comme l'a dit Joachim, n'attendez pas la dernière minute. Et en l'occurrence, je peux témoigner parce que moi-même, j'ai été candidat à AST, comme vous le savez. Donc j'avais passé mes concours en 2012 et je m'étais rendu sur le campus d'Audencia à Nantes. En plus de l'atmosphère du campus, de voir les infrastructures, ça aussi c'est très important, voir vraiment les salles de classe, les amphithéâtres, le gymnase, les infrastructures sportives. Est-ce que le campus est proche du centre-ville ou pas? En l'occurrence, il est parfaitement desservi avec le tram, donc c'est extrêmement agréable. Donc votre avis sur chaque école va à grandement évoluer selon comment est le campus et la ville. Ouais. Donc il est fondamental de vous rendre pour vos entretiens sur l'école, sur le campus de l'école. Et moi personnellement, j'avais adoré l'école et Nantes. Et Nantes aussi, parce que Nantes c'est une ville hyper agréable, on ne le dit pas assez. Oui. Alors peut-être deux Très mots verte. effectivement là-dessus. Le campus sera finalisé, parce qu'on est en train de refaire le devant de l'école et ça va être absolument formidable. C'est vraiment très très joli ce qui est prévu. Et les bâtiments intérieurs ont aussi été finalisés là, durant l'été dernier. Donc pour tous les étudiants qui vont nous rejoindre en septembre, ils pourront bénéficier d'un campus quasiment flambant neuf, en plus de profiter de l'air le bon air de vivre nantais, qui, on le voit bien encore aujourd'hui, constitue une espèce de Microcosme. un Et un microclimat effectivement Anti-Covid. à Nantes, anti-Covid notamment, mais en tous les cas, il fait bon vivre à Nantes. C'est une chouette ville et je crois que pour les étudiants, c'est important de pouvoir se sentir bien dans une ville. Ouais. Comme ça, c'est important. Campus neuf à Nantes, campus neuf à Paris. Et ça joue dans la qualité de l'enseignement, ça joue aussi, je pense, dans le bien-être aussi bien des professeurs qui délivrent leur formation, sur l'ensemble des outils digitaux qui sont mis aussi à disposition des étudiants. Donc c'est vraiment très, 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 très important de bien se sentir dans votre école et de vous rendre sur place au moment de passer les oraux. Tout à l'heure, on va passer à la slide suivante, vous avez donné un chiffre, c'était 1600 dossiers que vous aviez actuellement, c'est ça? À date, ouais. À date. Est-ce que vous pouvez donner un petit ordre de grandeur aux candidats qui nous regardent? Est-ce que vous pouvez nous dire à combien vous envisagez de terminer de dossiers? Honnêtement, c'est très difficile, les projections d'une année sur l'autre. L'an dernier, on avait constaté qu'on était un peu en retard par rapport à la moyenne des 3 années précédentes, puis ça s'est accéléré sur la dernière ligne droite pour in fine avoir 30% de candidats en plus que l'année précédente, avec un record historique pour Audencia avec 2224 candidats validés et dossiers validés. Donc là, j'ose espérer qu'on arrive autour de 2000, sachant entre 2000 et 2500. Ok. Peut-être, ouais. Honnêtement, c'est difficile. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on recrute 350. On a 350 places en concours AST France cette année. Donc, il y a forcément une sélectivité qui est dans l'ADN de l'école. Et en même temps, il y a un jeu, on ne va pas se mentir, sur lequel les candidats candidatent à plusieurs écoles aussi. Bien sûr. Donc, en général, on classe à peu près la moitié des candidats, on rend admissible à peu près la moitié des candidats. Et puis, on est à 45-50% de taux de transformation, comme on dit, c'est-à-dire entre le nombre d'appelés et le rang du dernier intégré. Donc, ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est que j'ai intérêt à candidater et à m'inscrire parce que je vais avoir des bonnes chances de venir défendre ma candidature à l'oral. Et parfois, il y a un petit phénomène d'autocensure qui fait que je pense que mon dossier n'est pas assez bon, j'ai pas d'international, j'ai pas de stage. Moi, j'ai envie de dire, laissez le jury vous dire ce qu'il pense de votre dossier. On est toujours hyper exigeant envers soi-même et on a toujours tendance à idéaliser les autres. C'est un concours. Envoyez votre dossier et ensuite, votre dossier il sera classé admissible ou non admissible. C'est pas grave d'être non admissible, mais en tout cas, au moins, on en a le cœur net. Et j'ai envie de dire, on a souvent des bonnes surprises aussi. Et sur l'analyse de dossier, peut-être 2-3 mots, effectivement, pour rebondir sur vos propos. Cette année, pour la 2e année consécutive, pour le concours AST, on passe sur dossier. On a vu que ça a très très bien marché l'an dernier. Ça a très bien marché non seulement parce que ça a été attractif, mais ça a très bien marché aussi parce qu'en fait, on n'a pas eu de critiques a posteriori sur la qualité de notre classement.
Et j'ai même eu des appels à la fois de candidats ou de responsables d'institutions ou d'écoles qui préparent au concours AST, qui m'ont appelé pour me dire non, chez vous, c'était vraiment propre, ça avait du sens, votre classement. Donc aujourd'hui, les critères sur l'analyse de dossier, c'est naturellement la qualité du dossier académique, notes de bac et les notes depuis le bac. Juste on en reparle après. pardon. C'est la partie suivante. On va Ouais. faire Vous la nous faites la transition. transition. En effet, on va passer aux épreuves d'admissibilité afin de rentrer en détail dans les Comme ça, vous- modes d'évaluation, dossier, tâche-mâche, TOEIC. Jingle sur les épreuves d'admissibilité. Alors, on va faire une rapide présentation d'abord des épreuves d'admissibilité. Comme vous voyez, la slide s'affiche, un dossier coefficient 6, un tâche-mâche coefficient 4, un test d'anglais, le TOEIC, le TOEFL IBT ou alors l'IELTS coefficient 3. Et aussi, très important, moi-même je l'avais envoyé, une épreuve optionnelle de VAE, c'est des points bonus. Si jamais vous avez eu une expérience, enfin, vous développerez mieux que moi, mais si jamais vous avez une expérience humanitaire, associative, professionnelle, personnelle, vous souhaitez en faire un petit dossier que vous envoyez afin d'avoir des points bonus. Je vous propose qu'on passe directement à la première épreuve, Nicolas Arnaud, en l'occurrence le dossier. Coefficient 6, est-ce que vous pouvez nous dire comment sont évalués les dossiers, les modes de sélection du dossier, les critères de sélection? Alors peut-être quelques éléments déjà sur qu'est-ce qu'on attend dans le dossier en fait. Ok. Donc on attend les notes du bac, on attend l'ensemble des notes depuis le bac, on attend un CV, une lettre de motivation et éventuellement des lettres de recommandation, maximum 2 parce que 2 nous semble suffisante dès lors qu'on a une lettre académique et une lettre plutôt tuteur entreprise ou stage. Et on va demander également un tâche-mâche et un TOEIC. Donc sur le dossier, ce qu'on va regarder, et c'est important, c'est la qualité du dossier académique. Donc les notes au bac, les mentions et les notes et mentions en post-bac. On est vigilant à avoir des grilles d'évaluation assez différentes selon les études qui ont été faites depuis le bac. Bien sûr. Parce qu'on sait très bien que dans certaines filières, la moyenne de classe est plutôt à 13,5, alors que dans d'autres filières, la moyenne est à 11,5. Donc bien évidemment, avoir 12 n'a pas la même saveur dans une filière versus dans une autre. Donc on est très très vigilant à ça, et encore une fois, sur la base de l'expérience de l'an dernier, ça a bien fonctionné. Donc voilà, on est vigilant sur la dimension académique. Ensuite, on valorise et en même temps, on prend en compte le contexte particulier, c'est peu de le dire, de l'année 2020 et 2021. Mais on va regarder quand même les expériences professionnelles, à la fois les jobs, mais bien évidemment les stages. Donc il ne faut pas hésiter à mettre les jobs d'été. Des fois, il y a des étudiants qui se censurent un peu sur cette dimension-là. Il faut vraiment le mettre parce que avoir travaillé 2 mois, je ne sais pas moi, dans les champs ou dans un hôtel, eh bien, c'est une expérience qui nous permet de grandir en tant qu'individu et qui nous apporte aussi un certain nombre de compétences qu'on sous-estime trop souvent, malheureusement. Donc ça, c'est l'expérience pro. Et puis ensuite, la dimension internationale qu'on va objectiver, mais on a un peu réduit effectivement nos attentes par rapport à l'an dernier, compte tenu du contexte, naturellement. Ça peut être un stage à l'international, ça peut être un Erasmus, ça peut être une double culture que vous avez via vos parents, etc. Enfin, c'est vraiment important ce que vous avez dit, c'est qu'on a tendance à s'auto-censurer. Nous, on a plein de gens qui nous disent, voilà, j'ai été hôte de caisse pendant 2 mois, j'ai pas envie de le mettre. Mais non seulement toutes les qualités dont vous avez parlé, mais aussi ce que ça dit de moi. Ça veut dire que ça dit de moi que j'ai pas peur du travail parfois physique, parfois difficile. Je sais ce que c'est la valeur de l'argent. Et mine de rien, c'est des qualités. On parlait tout à l'heure de responsabilité et de plan 2025. Le manager de demain, il doit aussi savoir qui il manage et il doit savoir ce que c'est que de travailler à des salaires difficiles, avec des horaires décalés, etc. Et donc, au contraire, ça en dit énormément de vous. Donc, ne vous censurez pas, c'est vraiment le mot qui est majeur. Et je me permets, vous me dites si je me trompe, mais tout à l'heure, vous parliez des résultats académiques, vous parliez du tâche-mâche, vous parliez, etc. On va reparler du tâche-mâche spécifiquement après. Mais pareil, pas de censure, c'est-à-dire que on peut, dans sa scolarité, rater une année. On peut avoir un problème d'orientation après le bac parce qu'on pensait qu'on voulait faire médecine. En fait, on n'est pas fait pour ça. On a commencé par du droit et en fait, on n'a pas trop accroché. Il ne faut vraiment pas se censurer. Et on voit souvent, nous, sur nos communautés, est-ce que ça, c'est rédhibitoire? Est-ce que ça, c'est rédhibitoire? J'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose de rédhibitoire dans un concours. C'est une question de vase communicant. Et il faut que ce que j'ai, entre guillemets, raté soit compensé par d'autres choses que j'ai réussi à côté. Et c'est là où je pense que la lettre de motivation a aussi de la valeur, en fait.
Parce que cette lettre de motivation, c'est pas un exercice supplémentaire qu'on demande pour embêter les candidats, bien au contraire, c'est pour leur donner un espace d'expression de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont envie de faire avec Audencia. Et ça, moi je pense fondamentalement que c'est une vraie opportunité pour les candidats. Je vous assure qu'on les lit, qu'on les lit scrupuleusement. Et bien évidemment, les lettres qui nous semblent authentiques, c'est-à-dire pas mécaniques, dupliquées, dans lesquelles on aurait plus ou moins d'ailleurs changé les noms des écoles au moment de la génération du PDF. Je dis ça, mais je l'ai vu l'an dernier sur un certain nombre de candidatures. Vraiment, cette lettre de motivation, c'est un espace d'expression pour les candidats et les évaluateurs, qui sont tous des membres de la faculté permanente de l'école, regardent cette lettre de motivation avec beaucoup de vigilance. Et honnêtement, on sait détecter ce qui relève d'une lettre authentique versus d'une lettre que j'appellerais mécanique. Il faut voir ça comme une manière de vous exprimer, d'expliquer votre parcours. Il ne faut pas voir ça comme une embûche supplémentaire. Il faut voir ça comme une opportunité de défendre votre candidature. Et on en reçoit aussi une lettre de motivation qui est sincère, qui est bien rédigée, dans laquelle il n'y a pas de faute d'orthographe et surtout qui est personnalisée, vous n'allez pas me contredire là-dessus, et ben ça peut faire la différence et ça peut donner envie de dire tiens, lui ou elle, on va lui laisser sa chance à l'oral. Et au final, peut-être que c'est ça qui va être le déclencheur. Donc vraiment, voyez ça comme une opportunité, travaillez-le bien, ne faites pas ça à la dernière minute, parce que quand on le fait à la dernière minute, c'est là qu'on se trompe dans le nom de l'école, dans le nom du directeur, etc. Donc ne le faites pas. On va peut-être passer à la partie Taj-Maj. Oui. Un des éléments du dossier, c'est le Taj-Maj. On sait que c'est un des éléments qui vous fait peur. On est bien placé pour le savoir. Et donc, on va essayer d'un petit peu élaguer autour du Taj-Maj. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur le score de Taj-Maj ? Le Taj-Maj, comme pour le TOEIC, il n'y a pas de minimum requis. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir dossier, TOEIC et Taj. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui peuvent être plus faibles sur l'un des trois et compensés par des bonnes, voire des très très bonnes performances sur les deux autres. Donc il n'y a pas de score éliminatoire. En pratique, ce qu'on observe tout de même, c'est que la moyenne des intégrés est plutôt à 320, 330. Mais ça reste une moyenne sur la base des années passées. Alors, il n'y en avait pas eu l'an dernier, Bien sûr. Mais on demandait le Taj-Maj déjà auparavant. Donc, la moyenne est celle-ci. Et chaque score est transformé en note sur 20 ? Exactement. Le dossier, le TOEIC et le Taj sont transformés en note sur 20, ce qui nous donne, du coup, et donc coefficienté, bien évidemment, ça nous donne, in fine, un classement sur la base de l'ensemble de ces trois dimensions des épreuves d'admissibilité, avant donc de déclarer effectivement cette barre d'admissibilité. Et ce qui est important, c'est deux choses. Un, ça peut se compenser. Mauvais Taj-Maj compensé par un bon TOEIC et par un bon dossier, et les autres cas de figure, bien sûr, je ne les fais pas tous. Et deuxième chose, c'est que si ma moyenne des admis, c'est 320, ça veut dire que si j'ai un 270, 280, 290, encore une fois, je ne suis pas éliminé. Et si la moyenne, c'est 320, ça veut dire qu'il y en a qui ont eu plus, voire beaucoup plus, et il y en a aussi qui ont eu moins. Donc, il faut vraiment croire en ses chances. Oui, globalement, on a déjà intégré des personnes qui ont eu 230, je crois, sur le Taj, mais qui compensaient effectivement par des éléments de dossier, par des éléments de TOEIC extrêmement significatifs, ce qui les amenait plutôt en bonne position et sur liste principale. Sachant que l'objectif premier, c'est d'être admissible. Ensuite, une fois que vous êtes aux oraux et un entretien de motivation, c'est un autre match. J'ai envie de dire, tout peut s'inverser ou tout retard peut être rattrapé. Donc l'objectif premier, c'est simplement de franchir la première barrière, qu'est la sélection aux épreuves d'admissibilité. Donc si vous êtes un peu juste en Taj-Maj, ne vous auto-éliminez pas d'entrée de jeu, vous aurez des regrets. Tentez votre chance. Voyez le résultat, une bonne partie d'entre vous, vous allez être admissible et c'est vraiment là où il faudra mettre un coup de boost au niveau de l'entretien de motivation. Je suis d'accord, 100% d'accord. On passe au test d'anglais. Le test d'anglais TOEIC, TOEFL, IBT ou encore l'IELTS. Est-ce qu'il y a un test qui est préféré par rapport à un autre déjà ? Alors, nous, on ne préfère rien. En fait, on a souhaité donner de la flexibilité aux candidats, mais de la flexibilité tout en restant sur des tests internationalement reconnus. C'est un choix et une position qui a été la nôtre. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe quand même, c'est que 80-90% des candidats déposent un TOEIC, parce qu'ils le passent souvent dans le cursus dans lequel ils sont actuellement. Mais si on a donné cette flexibilité cette année, c'est parce que chaque année, on avait de plus en plus
de candidats qui avaient un TOEFL, qui avaient un IELTS et qui s'interrogeaient sur la recevabilité qui pourrait être la nôtre. Donc voilà, on a défini avec la direction des relations internationales de l'école des équivalences en fait entre ces différents tests, de manière à donner un maximum de flexibilité, tout en restant dans des tests, encore une fois, qui sont reconnus au niveau international. En revanche, j'en donne qu'un. Vous n'en donnez qu'un en tant que Parfait. candidat, bien sûr. C'est ça, il faut être clair. Ouais. Et pareil, donc c'est retranscrit sur 20, c'est coefficienté, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Donc, TAJMAJ, c'est relativement clair, TOEIC, c'est relativement clair. Le sujet parfois qui vous pose question, c'est le sujet de valorisation des acquis, Oui. qu'on appelle le VAE. Là, il faut que vous nous en disiez plus parce que c'est un sujet qui est facultatif, mais qui peut que me rapporter des points bonus. Tout à fait. Donc, dans un concours, les points bonus, c'est vital. En effet, on va afficher la slide de cette épreuve optionnelle qui vous donne des points bonus. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette épreuve optionnelle de VAE? Donc la VAE, validation des acquis extrascolaires, vise à donner effectivement des points bonus à des candidats qui auraient eu dans les années passées, et éventuellement encore sur l'année de candidature, des engagements, des réalisations extrêmement significatives sur des sujets divers et variés. Ces sujets, ça peut être l'entrepreneuriat. On a des candidats chaque année qui ont lancé une entreprise et qui ont, même je crois une année, il y avait un candidat avec un chiffre d'affaires de 100 000 euros, juste sur l'année en cours, donc c'est pas rien. Conduit en parallèle des études. On a des sportifs de haut niveau, on a des musiciens hors pair qui ont commencé la musique très tôt et qui sont encore aujourd'hui à des niveaux extrêmement élevés. On a des personnes qui ont fait des services civiques, qui ont travaillé dans la durée pour des associations ou des ONG. Bref, on a des candidats qui ont des talents et des formes d'engagement significatifs. Et depuis très longtemps, ce dispositif existe chez nous. Et il nous semblait bienvenu de valoriser ces formes d'engagement parce qu'ils disent aussi quelque chose de la qualité de ces candidats-là. Donc c'est ça, en fait, la validation des acquis extrascolaires. Ça donne lieu à des points bonus uniquement, il n'y a pas de malus. Éventuellement, au pire, vous n'avez pas de points bonus. Mais ça peut donner un nombre de points qui permettent de basculer de non admissible à admissible ou de non-liste principale à liste principale. Tous les ans, on a environ 10% de nos admissibles et nos admis qui ont bénéficié in fine de points bonus. Et concernant la constitution de ce dossier, c'est un envoi postal ou c'est un PDF qu'on met sur son espace candidat? C'est un PDF à mettre sur l'espace candidat avec différentes pièces qui sont demandées. Donc ces pièces, ce sont forcément des éléments de présentation de l'objet de la VAE. Des fois, il y a différents sujets d'ailleurs. J'ai souvenir d'un sportif de haut niveau, entrepreneur, qui n'était pas musicien, mais il y en avait deux, et deux à très bon niveau. Donc c'est un candidat qui avait dû avoir le maximum de points bonus. Donc voilà, il faut présenter les réalisations, puis ensuite apporter des preuves de ces réalisations. Donc ces preuves, des diplômes. ça peut être des diplômes si c'est des diplômes, ça peut être des certificats, ça peut être une revue de presse ou un book. On a eu des mannequins aussi, hommes et femmes, qui ont candidaté, donc on avait un book. Il y avait des sites web d'entreprise, le bilan financier de l'entreprise, des lettres de recommandation, mais de l'employeur ou de l'entraîneur si c'est un sportif de haut niveau. Bref, tout élément de preuve qui permet de rendre tangible et d'objectiver finalement la réalité de ce qui est déclaré. Et est-ce qu'on arrive à dire à peu près combien de points ça peut me rapporter? Parce qu'on a coefficienté le dossier, on a coefficienté le TAJMAJ, on a coefficienté le TOEIC. Quelqu'un dont vous disiez qu'il avait le score maximum en VAE? Ça peut rajouter 4-5% de points. Ok, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Non. Et tout à l'heure, je me permets de rajouter, vous avez dit admissible versus non admissible, etc. Il y a aussi, entre guillemets, le classement auquel je suis admissible, qui ensuite me facilite mon entrée. Donc, j'ai envie de dire, on n'a rien à perdre. Il ne faut pas que ça devienne que tout le monde le fasse. Il faut qu'il y ait une raison pour faire un VAE. Mais encore une fois, si vous sentez que vous avez quelque chose qui vous distingue, n'hésitez pas. Et encore une fois, au pire, c'est que des points bonus. Donc, ça veut dire qu'au pire,
vous n'avez pas de points bonus, mais ça vaut le coup d'avoir passé 2, 3, 4 heures à compiler les documents qui prouvent notre activité. Tout à fait. Parfait. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une commission de VAE, donc présidée par le directeur grande école que je suis, qui est composée d'experts de l'école, soit des membres de la faculté pour une partie. Donc on a par exemple le président du triathlon, qui est Hervé Delaunay, qui siège en tant qu'autorité, faisant autorité sur les dimensions sportives et les réalisations sportives. Sur les dimensions culturelles, artistiques, c'est ma collègue Martha Abad-Grébert, qui est responsable de la majeure management des institutions culturelles, qui siège sur ce vent-là. Et sur chaque thématique, on a des experts soit internes, soit externes, qui travaillent qui composent le jury de VAE, de manière, encore une fois, à rendre tangible, à objectiver, et à être le plus sérieux possible sur l'évaluation de ces dossiers. De toute façon, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser au service concours et admission d'Audencia. Vous avez le mail qui s'affiche, il est très simple à retenir, c'est ast@audencia.com, ou alors vous avez même un numéro de téléphone, une ligne directe, comme ça c'est encore plus rapide, 02 40 37 34 27. Bien entendu, si vous appelez dimanche soir à 23h, il n'y aura personne, mais durant les horaires d'ouverture classiques d'une école, ils seront 100% disponibles pour répondre à l'ensemble de vos problématiques, que ce soit votre dossier, que ce soit peut-être un petit bug, que ce soit une problématique par rapport à la validation de votre candidature, ils vous répondront très rapidement. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser ces deux moyens de communication. Nicolas Arnaud, est-ce que vous avez le live touche à sa fin, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos candidats AST? Oui, j'aurais deux mots. Le premier mot, c'est que Audencia, qui a fêté ses 120 ans en 2020, c'est une institution qui a son histoire, qui a surtout une dynamique, avec une position extrêmement claire sur les 5 prochaines années et des ambitions extrêmement affirmées. Donc deux bonnes raisons pour candidater. La première raison, c'est que les valeurs, ce que je disais en introduction, ce qui contribue aussi à la vie au sein de la communauté Audencia, ce sont des valeurs qui encore récemment ont été démontrées, puisque pour la 2e année consécutive, Audencia a été encore sur le podium du classement Happy at School, avec une 2e position cette année. Et puis le deuxième et dernier point, c'est que quand on regarde les chiffres sur la qualité de l'insertion professionnelle, Audencia maintient sa position très clairement, certes après les 3 parisiennes, mais quand on n'est pas à Paris, c'est toujours plus challengeant. En tous les cas, on est très clairement dans la 2e grappe des écoles après la grappe des parisiennes. Donc ça veut dire qu'il y a une promesse de qualité de l'insertion professionnelle et une promesse a priori confirmée encore une fois de bien-être, de bon vivre en fait à Nantes et à Audencia. Donc à bientôt à Nantes. Parfait. Nous aussi, si on devait apporter une petite conclusion, c'est que si jamais vous candidatez sur les écoles du top 5, il faut absolument candidater à Audencia. Il y a une lettre de motivation en plus. Encore une fois, la lettre de motivation, ce n'est pas une épreuve supplémentaire, c'est une possibilité supplémentaire de défendre votre candidature. Donc, utilisez-la et vous avez accès, comme on le disait tout à l'heure, à une école de référence. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, mais trop souvent, on constate des étudiants qui s'auto-censurent, candidater et ensuite laisser le jury faire son travail. Et le jury est là, vous le disiez, avec des experts, avec des professionnels de l'orientation. Il sait qu'on peut se tromper dans son orientation, qu'on peut rater une année. C'est pas grave. Et justement, j'ai envie de dire aussi, peut-être pour conclure sur un mot positif, mais les admissions sur titre, c'est aussi ça. C'est aussi offrir la possibilité à des gens qui veulent se réorienter, pourquoi pas. Et donc, les erreurs de parcours, si on sait les défendre et si elles nous ont appris des choses, personne ne vous reprochera à 20 ans, à 21 ans de vous être trompé une fois dans votre vie. Vous allez vous retromper 100 fois. Donc profitez-en, candidatez et ne vous censurez pas. Allez, on vous dit à très bientôt et bon courage à vous. Salut. Au revoir.